Et ils nous rejoignent tout de suite, vous allez pouvoir les applaudir. Jacques Cressel, Jean-Marie Marx, Rémi Boyer et Arnaud Naudan. Merci de nous rejoindre sur cette scène. Voilà, ils vont être avec nous pendant une bonne partie de cette matinée pour échanger sur nos sujets. Il nous manque Arnaud Naudan, le voilà. Jacques, installe-toi, je t'en prie. Merci Jean-Marie d'être. Viens près de moi. Rémi et Arnaud Naudan, je vous en prie, venez nous rejoindre. Alors, les enjeux d'agilité, on le disait, les enjeux de réactivité. Merci à tous d'être avec nous. Je vais me tourner vers toi, Jacques, en premier, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Tu es aussi président de la Fédération internationale. Hein, c'est, je crois, 23 fédérations, 38 pays. Ce fameux en même temps, je voudrais qu'on revienne sur la séquence inédite qu'on a vécue avec, j'allais dire, la distribution qui est dans le privé, qui a été perçue comme un vrai service au public et un service public, hein, Jacques. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nos salariés en ont été extrêmement fiers, en fait. Je pense qu'on a été particulièrement réactifs. Hein. Il faut se souvenir de cette période. J'espère qu'on ne va pas la revivre. Dans laquelle, le 14 mars au soir 2020, le Premier ministre annonce la fermeture des bars et des restaurants le soir même, le confinement 2 jours après. Le 15 matin, Bruno Le Maire nous dit qu'il faut qu'on se voit à midi pour essayer de s'organiser. Tous les patrons de la distribution sont là. Et le 15 après-midi, on met en place le plan qui a permis de maintenir ouverts tous nos magasins, c'est-à-dire tous les sujets sanitaires, faire en sorte qu'il y ait des plexiglas, commencer à discuter masques. Hein. On a vu ensuite que c'était un peu plus compliqué, mais on a réussi, là on a mis 10 jours à obtenir l'autorisation d'acheter des masques pour nos salariés. Et ça a été quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'en fait, le lendemain, le 16 au matin, tout était en place dans les magasins. Et ça a été quelque chose de tout à fait remarquable quand on voit. Il y a des secteurs qui ont mis des mois à faire ça. Je ne les citerai pas, mais c'est très frappant. Nous, on avait un objectif clair, que tous nos magasins restent ouverts parce qu'il fallait que tous les Français continuent à pouvoir acheter. Se nourrir. Voilà. La seule chose, c'est que ce n'était pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'on a mis en place l'ensemble. Et puis progressivement, on a eu des indicateurs qui se sont dégradés. On a fait avec les pouvoirs publics d'ailleurs quelque chose d'exceptionnel. Très franchement, on regrette tous cette période merveilleuse dans laquelle moi j'avais 4 calls par jour avec Bruno Le Maire, dont un call le soir avec les patrons du secteur, plus 2 grands patrons de l'agroalimentaire qui étaient Emmanuel Beignet et Emmanuel Faber, où on regardait 3 indicateurs. Je veux dire, Bruno Le Maire, il était avec 4 collaborateurs, pas de service, rien, pendant toute cette période. Donc, ce qui était formidable, parce qu'à chaque fois qu'on disait quelque chose, Bruno me disait, écoute, c'est oui, ou je te réponds dans 1 heure. On est tous véritable task force, arrivés de cette période-là. Et en fait, on regardait 3 choses. C'est le taux d'absentéisme dans les magasins, le taux de bon fonctionnement et donc d'absentéisme aussi dans les entrepôts et dans la logistique, et le taux d'arrivée des commandes que nous avions faites. Et il y a un moment où on s'est dit que ça risquait de ne pas passer. C'était fin mars. On atteignait des taux d'absentéisme jusqu'à 45% dans certains magasins. Et donc, un vendredi soir, Bruno Le Maire m'a dit Jacques, c'est pas compliqué, il faut préparer un plan de sauvegarde et faire en sorte qu'on regarde ce qui se passe lundi. Le plan de sauvegarde, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire rationner. Ça veut dire que vous avez le droit d'acheter un paquet de pâtes. Mais pas 2. Mais pas 2, et puis vous n'avez pas forcément le choix. Deuxièmement, ça voulait dire éventuellement mettre de la police ou de l'armée à l'entrée des magasins pour éviter les incivilités. Il faut voir que les premiers jours, on a eu des incivilités absolument incroyables. Les gens allaient... Le papier toilette, Oui, encore ça va. Mais les gens allaient se battre avec nos salariés dans les entrepôts pour récupérer les produits. Qui n'étaient pas en rayon. Oui, ou qui étaient en rayon, mais ils avaient peur de manquer. Donc, ils allaient acheter 12 kilos de pâtes, acheter piquées, en l'occurrence volées. 20 rouleaux de pâtes. Voilà. C'était absolument incroyable. On a eu des scènes, on l'a bien vu. Donc, il y a eu une vraie tension, en fait. Qui ont été terribles. Donc, dans tout ça, ça a tenu. En fait, donc, on a préparé ce plan pour aller vite. Et puis, finalement, le lundi, ça s'est un peu amélioré pour une raison simple. C'est que, comme la France entière était arrêtée,
les conjoints de nos salariés se sont mis à pouvoir garder les enfants. Comme quoi on ne réfléchit pas à tous les paramètres. Et en fait, nos salariés ont pu revenir. Mais ils ont eu vraiment le sentiment, pendant toute cette période, d'avoir vraiment une action de service public. Bah oui, fierté. Je ne ferai pas de commentaires particuliers, mais pendant ce temps, la poste était fermée. On est d'accord. Voilà. Ou c'était plus tous les jours que le courrier était livré. On va y revenir, Jacques. Et nous, il y a 30 000 magasins alimentaires. Il n'y en a pas un seul qui a fermé en France depuis le 14 mars. Ça peut s'applaudir, parce que ça, on n'en a pas trop parlé de cette deuxième ligne qui était quand même en première ligne. Alors, tu parlais de la fierté des salariés, de cet engagement, de cette réactivité. Et on a vu, merci de nous avoir permis de voir dans la partie immergée de l'iceberg tout ce qui aurait pu se passer, le pire. Rémi, c'est un peu la même chose. Merci d'être avec nous, Rémi. Korian, le groupe Korian, une entreprise privée, là encore, au cœur d'enjeux sociétaux, d'enjeux publics. Revenons brièvement sur cette séquence Covid, les soins, la santé, comment être structuré alors qu'on était, Jacques vient de nous le dire, dans une séquence qui était inattendue, subite pour tout le monde, et du coup il y avait un flou artistique, on peut le dire. Hein. Merci beaucoup, merci de votre invitation d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je me retrouve complètement dans ce que vient de dire Jacques Ressel. Alors évidemment, la santé, c'est pas la grande distribution, mais on était dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire un événement que personne n'avait anticipé, d'une ampleur planétaire, et même si on avait des avant-signaux qui nous venaient notamment d'Italie, qui, comme vous le savez, était le pays qui a été le premier impacté en Europe. Nous sommes donc présents en Italie, donc on voyait des avant-signaux apparaître, mais personne n'a su interpréter de la bonne manière ces avant-signaux. Et si j'élargis le propos, personne non plus n'a interprété les avant-signaux qui venaient de Chine, en disant ça se passe là-bas, et l'Europe est préservée. Donc tout ça nous est arrivé dessus comme sans humour, comme le nuage de Tchernobyl. Et il a fallu réagir extrêmement vite. Jacques Ressel parlait du 14 mars. Notre cellule de crise, on l'a mise en place le 21 février. Et il a fallu qu'on prenne des décisions tout de suite. Parce que, contrairement à d'autres secteurs, grande distribution ou autres, on n'allait pas évacuer nos résidents, nos patients des cliniques et les personnes âgées que nous soignons tous les jours. Donc elles devaient rester là. Donc il a fallu prendre des décisions courageuses, notamment de fermer les sites en anticipation des mesures prises par les gouvernements. Donc on a fermé nos sites le 6 mars, alors que les consignes gouvernementales et les autorités de santé l'ont fait 2-3 semaines après. Ça ne nous a pas valu que des amis, parce que les familles n'ont pas compris tout de suite pourquoi on prenait ces mesures. Donc c'était difficile à assumer par rapport aux familles qui se retrouvaient sans la possibilité de venir voir leurs parents âgés ou les patients des cliniques. Donc j'ai bien aimé ce que Romain Servib a dit tout à l'heure. Il y a un moment où le management il se retrouve seul face à des décisions courageuses et qui va puiser dans sa responsabilité vis-à-vis de son métier, et donc de ses compétences et de son savoir-faire. Et ces décisions, elles doivent être prises tout de suite, sans attendre d'éventuelles consignes. Deuxième chose, l'agilité, c'est aussi la façon dont l'organisme se réorganise à toute vitesse. Et moi, le premier, en tant que DRH du groupe, j'étais surpris de la rapidité à laquelle un groupe comme Korian, c'est quand même 58 000 personnes dans 7 pays, se réorganise à toute vitesse. C'est-à-dire entre la fin février et la mi-mars, toute l'entreprise s'est réorganisée. Alors, il y a eu bien sûr le télétravail pour les gens du siège qui étaient chez eux, mais tous les soignants étaient sur site. Donc, parce qu'il a fallu gérer à la fois une adaptation, c'est un peu comme ce que disait Jacques, à la fois c'était du matériel et puis c'était du psychologique aussi, oui. Les deux de front en fait. Hein. Oui, gérer cette angoisse, cette peur. Les soignants avaient peur d'apporter le virus auprès de leurs patients résidents, ils avaient peur aussi de le prendre. L'emmener à la maison. L'emmener à la maison. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, un absentéisme en hausse, eh bien, l'absentéisme, il y a eu des pics, bien sûr, au printemps, jusqu'à 18-20%, parfois plus dans certains sites d'absentéisme. Mais en moyenne sur l'année, on était à 12,5-13% d'absentéisme pour une moyenne du secteur qui se situe entre 8 et 10. Alors, tu vas dire, c'est élevé. Mais par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, il n'y a pas eu de pic d'absentéisme. C'est-à-dire que les équipes ont été chercher en elles-mêmes, au plus profond des valeurs de l'entreprise, leur mission première qui est de soigner. Et un soignant, il ne réfléchit pas. Que ce soit un médecin à l'hôpital en urgence ou un aide-soignant en maison de retraite médicalisée, il ne réfléchit pas. Il ne se dit pas, je ne vais pas y aller. Il se dit, je vais faire mon travail.
Donc il y a eu cette angoisse, cette peur à gérer, en effet, beaucoup de relations psychologiques difficiles avec les familles, j'en parlais. Et puis enfin, je termine peut-être par là, toutes les fonctions support se sont trouvées dans un nouveau rôle, en fait. Donc, par exemple, puis même combat que ce que disait Jacques pour la logistique aussi. Oui, on a vu des gens, des informaticiens qui sont reconvertis en livreurs de masques. Jacques Ressel parlait des problèmes des masques. Alors nous, on avait nos stocks de consignation qui sont réglementés par les ARS, mais enfin, on n'avait pas non plus 10 mois de stock. Hein. On avait des stocks de crise. Bon, et bien, il a fallu trouver donc, toutes nos équipes achats se sont converties en cellules de crise sourcing 24/24. On a été chercher des masques partout où on en trouvait. Et puis, on a eu des gens, y compris des dirigeants, qui ont été livrés des masques chez les soignants, hein, notamment par exemple les auxiliaires de vie de l'entreprise Petit-Fils que nous avons et qui sont des franchisés. On a été livrés des masques chez les soignantes. C'est ce qu'on appelle de l'engagement. On va y revenir. Oui. Et ça te tient à cœur, Rémi, étant DRH et responsable de la RSE. Je voudrais, Jean-Marie, que tu réagisses à ce que viennent de nous dire Jacques Cressel et Rémi Boyer, parce que qu'est-ce qu'on vient de voir ? On vient de voir que des personnes ont été en première ligne, que ce soit dans le secteur de la distribution, de la santé, mais aussi, quand on voit toute la chaîne de valeur, c'est l'agriculture aussi. Et on voit que c'est des métiers à forte intensité de main-d'œuvre. Et il va falloir, évidemment, prendre en considération, et vous ne m'avez pas attendu pour le faire, tout cet engagement par rapport à des perspectives d'évolution, de compétences. Et ça, évidemment, c'est ton sujet, Jean-Marie. Oui, c'est mon sujet effectivement actuel. C'était un sujet pour la production agricole que d'assurer effectivement cette production, puisqu'une grande partie de la main-d'œuvre vient notamment de l'étranger. Je pense aux 900 000 saisonniers, donc pour l'essentiel de la main-d'œuvre soit européenne dans le cadre du détachement, soit effectivement nord-africaine, et que bien évidemment tous les ponts ont été coupés. Donc il a fallu là aussi s'organiser pour alimenter la distribution, et ce qui a posé d'ailleurs la question de la souveraineté alimentaire d'ailleurs, d'alimentation effectivement des circuits, et ça questionne bien évidemment sur, dans la durée, la gestion effectivement de ces besoins de compétences et de ces besoins de recrutement dans l'agriculture. Donc c'était intéressant et des efforts ont été faits et je crois que globalement les chaînes ont à peu près fonctionné. Je voulais aussi rebondir sur la question de la santé puisque j'étais haut commissaire à l'emploi à ce moment-là et aux compétences, et c'est bien sûr une question qui était importante parce que je me suis retrouvé dans la situation de gérer le plan d'investissement dans les compétences, avec des actions de formation difficiles peut-être à mettre en œuvre dans la continuité, mais là aussi des efforts importants et une accélération des transformations de l'offre de formation au travers effectivement du digital. Mais il a fallu faire face... du CPF et tout ça. Oui, tout à fait. Mais il a fallu faire face effectivement aux besoins effectivement de compétences dans le secteur de la santé, du service aux personnes, qui était extrêmement important. Et là, c'est ce que je voulais dire tout simplement, c'est qu'on a pris quelques décisions en transgressant les règles, puisque nous avons utilisé avec Muriel Pénicaud les crédits du plan d'investissement compétences pour financer la mise à disposition des élèves infirmiers. Je pense à cela, les aides-soignants également, des établissements effectivement pour personnes âgées, des établissements de santé. On a pris la simple décision de les mettre à disposition, mais surtout aussi d'assurer un minimum de rémunération. Et là, on s'est retrouvé tout de suite dans des difficultés, puisqu'on allait rémunérer des infirmiers et des aides-soignants qui étaient mis à disposition. Et il y avait bien sûr le sujet des internes, voire des externes, des étudiants en médecine qui n'étaient pas rémunérés. Bon, on n'est pas allé jusque-là, puisqu'on avait les raisons de financer partiellement la mise à disposition des élèves infirmiers et des élèves aides-soignants dont on assurait le financement par ailleurs. Mais bien évidemment, ça pose immédiatement des questions. Je ne vous dis pas la bagarre qu'on a eue avec le ministère de la Santé, pour reprendre un peu le débat qu'on a eu hier après-midi avec Thierry Mandon, pour qu'ils acceptent cette solution qu'on a prise en prenant des risques, y compris d'ailleurs budgétaires, puisqu'on a utilisé des crédits de formation pour la mise à disposition. Je crois qu'après, tout le monde s'en est félicité. On a réussi à mettre à disposition 50 000 élèves des établissements de santé, des établissements de services aux personnes âgées. Voilà, donc il y a plein d'histoires comme ça. Je pense qu'il y a également un sujet d'augmenter la capacité de formation dans certains domaines, qui des fois est assez longue. Valoriser ces métiers aussi. Pardon ? Valoriser ces métiers, du coup. Et valoriser ces métiers, oui, parce que pour le coup, la Covid a mis en relief, je pense, tous ces métiers de première ligne, de seconde, peu importe, qui sont extrêmement importants, avec effectivement... une valorisation de ces métiers et une reconnaissance qui est nécessaire, qui a été traitée dans certains domaines, qui est plus difficile dans d'autres.
Oui, avec les conditions de travail que l'on connaît, on y reviendra. Et effectivement, ces métiers, deuxième, première ligne, on en parlait avec Stéphane Richard hier, ça a tenu comme les réseaux ont tenu. Arnaud Nodan, merci d'être avec nous, président du directoire de BDO France. On parle de ce juste équilibre entre les collaborateurs, quels qu'ils soient, les questions d'employabilité, les questions de formation aussi, les questions de reconnaissance, au cœur de vos sujets. On va rappeler que vous êtes dans la prestation de services intellectuels autour de l'humain au sens large. Oui, tout à fait. Alors, c'est quand même un challenge de s'exprimer après ces 3 interventions sur voilà, des domaines aussi bien la distribution, la santé, l'agriculture. Nous sommes humbles, experts comptables, consultants et auditeurs. Peut-être pour partager la façon dont ça s'est passé chez nous. Donc effectivement, on avait la chance d'avoir déjà par le passé investi sur de la technologie. Donc le 16 mars, on a pu migrer sur une organisation 100% télétravail. On avait déjà mis en place des chartes de télétravail dans l'organisation. Donc vraiment, on s'est attaché en mettant une cellule de crise déjà en février 2020. À faire en sorte qu'on puisse rapidement migrer sur une organisation 100% télétravail, assurer la sécurité de nos collaborateurs, donc qui était vraiment la préoccupation première dans les premières semaines de la crise. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que dans un métier comme le nôtre, où on est dans un enjeu de proximité avec nos clients, que ce soit en expertise. Donc là, il y a une vraie, là aussi, continuité de service à assurer. Comment est-ce qu'on fait pour à la fois assurer la sécurité de nos collaborateurs et assurer la continuité de nos prestations. Donc ça s'est très très bien passé. Nous, on l'a vécu les premières semaines comme... je dirais, on s'est transformé en téléconseiller pour nos clients. Nos clients, TPE, PME, se retrouvaient dans une situation où soit ils devaient fermer, soit ils devaient revoir l'organisation de leur travail, ils avaient des tensions sur leur trésorerie. Donc on s'est retrouvé très très vite dans une position à être toute la journée au téléphone avec nos clients. Comment est-ce qu'on va mettre en place les dispositifs de chômage partiel? Comment est-ce qu'on gère la sécurité de nos collaborateurs? Comment est-ce qu'on gère les migrations technologiques? Et on s'est retrouvé vraiment dans une position encore plus d'accompagnement de nos clients. Et d'un point de vue de nos collaborateurs, on a senti un sentiment de fierté et de reconnaissance qui, s'ils ne l'avaient pas avant la crise, ils se sont vraiment rendus compte de l'utilité de notre profession vis-à-vis de nos clients et finalement de la valeur et de l'utilité qu'on avait dans la société. Donc ça nous a permis de maintenir l'engagement de nos collaborateurs dans cette période difficile. Justement, alors, engagement des collaborateurs au service des clients qui avaient besoin d'être accompagnés. Qu'est-ce que vous avez eu comme signaux forts et faibles de la part des clients? Parce que les clients entreprises, ils ont dû réagir. Qu'est-ce que vous avez comme retour par rapport à ce qu'eux ont vécu et comment vous les avez justement accompagnés? Parce qu'il a fallu les rassurer, donner des perspectives. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, nous on a communiqué là-dessus, sur, je dirais, la reconnaissance. Et vraiment, les patrons d'entreprises françaises ont quand même très très bien géré. On n'a pas forcément trop parlé d'eux sur certains secteurs et finalement tous les patrons d'entreprises ont très bien assuré la sécurité de leurs employés. On mis très vite des mesures qui permettaient de survivre finalement. Et vraiment, le sujet a été cela pendant notamment le premier confinement. C'était comment est-ce qu'on s'assure de survivre. Donc, dans un environnement réglementaire, pouvoir public qui changeait tous les jours. On avait des décrets chaque semaine qui changeaient les règles. Et Jacques et Rémi qui acquiescent. C'est là où on a vraiment essayé d'être le plus proche des clients pour les conseiller, pour arriver à tenir le coup le plus longtemps possible. Ouais. Et aujourd'hui, dans la dynamique de reprise, à vraiment capter le plein potentiel de la reprise. Donc, on continue dans la même démarche. Ouais. Alors, c'est vrai que ce que vous évoquiez, ça a été l'accompagnement, j'allais dire, dans ce qui était la crise conjoncturelle. Et on voit qu'il y a des phénomènes structurels qui se produisent. Et là, toute votre activité et l'accompagnement de BDO prend tout son sens parce que c'est les changements de business model, c'est se projeter, comment on embarque à nouveau les collaborateurs. Là, il y a des vrais sujets qui ressortent. Oui, alors effectivement, beaucoup de nos clients s'interrogent sur comment est-ce que le monde va changer post-Covid, pas uniquement sur l'organisation du travail, mais finalement sur des problématiques de chaîne d'approvisionnement. On voit bien avec la problématique des semi-conducteurs aujourd'hui. Voilà, on ne peut plus gérer nos affaires et notre business comme on le faisait avant la crise. Il y a quand même une prise de conscience. Donc, on est vraiment dans une dynamique de transformation avec nos clients. Quelle est la proposition de valeur? Comment est-ce qu'on doit traiter nos collaborateurs? Les attentes des collaborateurs sont différentes. Je pense que c'était un des sujets qui intéressait aujourd'hui. Les collaborateurs n'ont plus la même relation au travail.
Nous, on le voit très bien dans notre profession, avec des collaborateurs on demande beaucoup d'engagement. On est quand même sur des professions où on travaille beaucoup. Et eux, ils veulent du sens. Et ils veulent du sens, effectivement. Alors, on avait déjà, chez BDO, engagé une réflexion, une consultation de nos collaborateurs sur le purpose, pourquoi. Et c'est vrai qu'en sortie de crise, on s'est engagé, nous, dans une démarche d'entreprise à mission pour espérer devenir une entreprise à mission d'ici la fin de l'année. On va y revenir. Et ce qui nous permet finalement d'embarquer tout le monde, à la fois nos clients, parce qu'on associe nos clients à cette réflexion, nos collaborateurs Et les partenaires. et les partenaires de BDO, et finalement faire en sorte que tout cet écosystème se reconnaisse en définissant une raison d'être, des objectifs. Vous parliez de formation, d'employabilité de nos collaborateurs. On a un rôle, on recrute beaucoup de collaborateurs dans nos... On va y revenir. Voilà, petit teasing par rapport à cette raison d'être et par rapport à cette entreprise à mission que vous évoquez. Jacques, question par rapport, et Arnaud Nodan y faisait référence à l'instant, on a des collaborateurs, des collaboratrices, des hommes, des femmes engagés. On le voit dans ton secteur, hein, ils ont été là sur le pont, en première ligne, sur le front aussi, dès le lendemain, hein, dès que tout a été possible, ça a rouvert, comme on dit. Et puis, on voit aussi qu'avec le digital, avec cette nouvelle façon de consommer, ces nouvelles façons de consommer, quelque part, leur poste, il est un peu en péril. Donc, comment on fait ce juste équilibre, ce en même temps? Raconte-nous, parce que c'est un vrai sujet, là. Hein. La crise a incontestablement accéléré un certain nombre d'évolutions qui existaient avant. Le e-commerce s'est développé dans l'alimentaire, par exemple, alors que jusqu'à maintenant, on était surtout sur le non-alimentaire. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la part de marché du e-commerce alimentaire est supérieure à celle de la proximité, c'est-à-dire aux magasins qui sont à côté de chez vous, y compris les Carrefour City, les supérettes et autres. Donc, deuxièmement, il y a une évolution des modes de consommation. On le voit bien, par exemple, sur l'habillement, où, ne serait-ce que parce qu'on est en télétravail, mais pas seulement, hein, l'occasion se développe, toute une série de nouveaux types de modes de consommation se développent, et puis on a des grands compétiteurs mondiaux, Amazon, Alibaba, Tencent, JD, qui, pendant la crise, en fait, ont investi de manière colossale. Hein. Juste un chiffre, le capex d'Amazon est passé entre 2019 et 2020 de 17 milliards de dollars à 35 milliards de dollars. Juste le double. Donc, on est sur des ordres de grandeur absolument gigantesques. Et on sait très bien que demain, ça va se jouer sur l'omnicanalité, c'est-à-dire la capacité pour l'ensemble du commerce, à la fois à vendre en ligne et à la fois à vendre dans les magasins, et à faire à offrir toute la palette intermédiaire. Dans ce cadre-là, il y a un sujet complètement majeur qui est naturellement l'avenir de l'emploi dans le secteur. Il y a des études, par exemple... Des chiffres d'emploi, parce que c'est significatif. Le commerce, c'est le premier employeur français. Hein, c'est 3 600 000 salariés, entre le commerce de détail, qui fait 1,8 million, 1,9 million, le commerce de gros et le commerce automobile. Les études, par exemple, à l'étranger, montrent que le risque porte sur un peu plus d'1 million de salariés en liaison avec à la fois l'augmentation, en l'occurrence, c'est une étude, par exemple, anglaise, mais on a la même chose aux Pays-Bas, on a la même chose en Suède, lié à l'augmentation des salaires, du salaire minimum, et deuxièmement, à la numérisation. En fait, on a, derrière tout ça, on est à la veille, on a commencé, mais d'une numérisation absolument colossale dans tous les domaines. Que ce soit naturellement la place de plus en plus forte des data dans tout ceci. Deuxièmement, l'ubérisation d'un certain nombre d'activités. On voit bien qu'il y a un séquençage de la chaîne de valeur qui fait qu'un certain nombre de chaînes, de parties de cette chaîne qui sont les plus rentables ont tendance à partir, et du coup, on n'a plus que la partie la moins rentable. Et puis, on a l'automatisation, qui est un sujet complètement majeur, à la fois au niveau des caisses, mais surtout au niveau des entrepôts. Parce que c'est là que le problème... Ça, c'est pas forcément su. On pense toujours à ces caisses, à ces hôtes et ces hôtesses de caisse qui sont remplacées par des machines, mais en coulisses... En réalité, et il faut bien le dire, hein, ce qui s'est passé montre la fragilité de l'homme, et la fragilité de l'homme renforce l'intérêt relatif de la machine. Malheureusement, dans tout ça, il faut en avoir tout à fait conscience. Et le coût du robot, en plus. Et par ailleurs, on a deux éléments en plus qui se rajoutent à ça. Un élément purement économique. Hein. En gros, les études montrent que à ISO-heure travaillée, le coût du robot dans un entrepôt est devenu inférieur au coût de l'homme il y a 3 ans à peu près. Et que, naturellement, les perspectives sont des perspectives qui ne vont faire qu'aggraver cet écart. Dans la mesure où le coût du robot va diminuer, dans la mesure où ça permet d'offrir de nouveaux services.
Ça permet de travailler 24 heures sur 24 en livrant. Ce que disait Jean-Marie, il est jamais malade, 10 minutes. Je veux dire, la nouvelle norme du. Il suffit d'aller voir ce qui se passe en Chine. C'est extrêmement frappant. La norme d'une demi-heure pour une livraison est devenue quelque chose d'assez classique. Et dans le quick commerce qui est en train de se développer, qui est d'ailleurs une forme de régression sociale assez forte par derrière, on est plutôt dans une norme en 10 minutes, ce qui est complètement absurde. Et puis, grâce au deep learning, en plus, ou au machine learning, en réalité, le robot apprend plus de ses erreurs que l'homme. Mais il se rajoute à ça une chose dont je parlais avec un patron d'enseigne cette semaine, c'est que, en plus, on a des difficultés à recruter, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau dans notre secteur. Et ça fait qu'un certain nombre d'entreprises se posent la question de la robotisation, non pas parce qu'ils souhaitent le faire, parce qu'on est fondamentalement une activité humaine, mais tout simplement parce que c'est la seule solution pour continuer à faire tourner l'ensemble. Et donc, on se retrouve dans un cercle vicieux complet dans lequel il est clair qu'il risque d'y avoir une automatisation très forte pour diminuer les coûts, mais aussi, il faut bien le dire, parfois pour diminuer les irritants pour les clients. Faire la queue, c'est pas passionnant. Et attendre. Ça va plus vite. Ben oui, voilà. Et un magasin totalement automatisé, ça peut avoir des avantages. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord, il faut recréer du plaisir dans les magasins. C'est frappant de voir qu'il y a une enseigne qui communique depuis hier, en l'occurrence Auchan, sur le mot plaisir. Il faut refaire les magasins, il faut créer un nouveau système omnicanal. Ne nous dis pas tout maintenant, voilà. Donc, il faut faire plein de choses, y compris avec mon voisin de gauche. Oui, exactement, parce qu'il y a des ponts et des passerelles par rapport à ce que fait Korian avec ta fédération. Rémi, Jacques faisait référence à ses compétences difficiles à trouver. Je faisais allusion tout à l'heure aux 100 ans d'Edgar Morin. La civilisation, la société du grand âge, du vieillissement, on est en plein dedans avec des sujets de compétences pour accompagner ces personnes. Et on l'a vu, vous y avez été confrontés. Oui, bien sûr. Alors, nous, dans la logique inverse de celle de Jacques Cressel, on est sur une industrie, entre guillemets, en croissance. Par les tendances démographiques de la société, tu l'as dit, du vieillissement, comme on l'appelle, en particulier en Europe de l'Ouest. Et donc, on va avoir besoin de ressources énormes dans les 5-10 ans qui viennent, par accompagnement tout simplement de l'évolution démographique des populations. Aujourd'hui, on a en France 1,5 million de personnes qui ont plus de 80 ans. Ce chiffre va doubler d'ici 2030 et 2035. Bon, si on prend les plus de 75, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on commence à fréquenter des établissements de santé ou être soigné à domicile, là aussi, on est sur des proportions qui vont doubler. Donc, si on fait un rapide calcul, c'est-à-dire si on regarde le nombre de soignants aujourd'hui en France, qui est estimé à plus ou moins 1,5 million de personnes, et qu'on divise par la croissance démographique, on est déjà dans des besoins de soignants qui sont gigantesques. Soignants tout confondu, ça va de l'auxiliaire de vie qui vient tous les jours au domicile d'une personne âgée, à l'aide-soignante dans une maison de retraite, en clinique, ou l'hôpital public. C'est pas ouvert sur la cité, on est bien d'accord. Oui. Alors, face à cela, on est face à une sorte d'impasse pour l'instant, qu'on est en train de travailler. Est-ce que tu as les sujets d'attractivité, de fidélisation? Il y a l'attractivité qui n'est pas très bonne. Il y a bien sûr les tendances du secteur qui sont un absentéisme relativement élevé et un turnover également élevé. Bon, ça, je dirais que c'est plus dans la responsabilité du DRH et des politiques RH que de faire en sorte que ça baisse. Mais il y a un problème structurel qui est une adéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les instituts de formation des aides-soignantes, les IFAS, c'est pas Jean-Marie que je vais convaincre, les instituts de formation des infirmières, ils tournent à moitié, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à recruter à l'entrée dans les écoles. Ils sont à 35, à 50, à 60% des capacités. Exemple qu'on a donné récemment, en région Occitanie, il y a eu, sortir de Parcoursup, 25 000 demandes d'inscription en études d'infirmière. Je dis infirmière parce que c'est 90% des femmes et 83% chez Korian, et bien il y a 2500 places. Voilà. Alors, il y a eu des mouvements vraiment importants qui ont été faits par le gouvernement, et sous l'impulsion de Jean-Marie et de la ministre Muriel Pénicaud. Faire sauter ces foutus quotas qui ont paralysé le système de santé depuis toujours, en France et en Europe. Les quotas de médecins, ça fait pas très longtemps qu'ils ont sauté, sauf qu'il y a 8 ans d'études. Bon. Les quotas d'infirmières, ils ont sauté il y a 2 ans. 4 ans d'études. Les quotas d'aides-soignantes, ils viennent de sauter. Il y a à peine 8 mois, il y a un concours par an. Il y avait 2 concours par an.
avec des quotas qui étaient régionalisés en fonction des places disponibles. Comment voulez-vous que, face à un secteur qui est en pleine croissance, avec des besoins partout, on puisse fournir la demande? On n'y arrive pas. Donc, tout ça bouge, mais il faut innover. Donc, nous, ce qu'on a fait, en effet, avec les industries de la Fédération Jacques Ressel, c'est de trouver d'autres moyens de recruter que il y a les des projets soignants. passerelles. Hein. Alors, le fameux projet passerelle, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est d'aller chercher des non-soignants. Donc, typiquement, chez Monoprix et chez De Richebourg, pour commencer. Donc, si je résume, en fait, tu vas prendre des hôtes et des hôtesses de caisse qui ont cette notion de service, de relation au client, en proximité, et tu vas les mettre chez toi. C'est ça. Donc on a démarré. Alors c'est tout un écosystème. Il y a TPRO dedans, il y a les régions, il y a bien sûr le dispositif de transition collective élaboré par le ministère du Travail. Il y a des entreprises donneuses, des entreprises receveuses. Et puis, mais on inverse la logique, c'est-à-dire qu'au lieu de dire j'attends un CDI, je le diplômé, parce qu'on est sur des diplômes d'État nous, donc on peut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. J'attends un diplôme d'État qui vient pas et je prends un CDI. On fait le contraire. On prend des CDI non soignants qui sont dans des logiques de reconversion de secteurs en décroissance, et on les forme nous-mêmes sur 14 mois, bien sûr en respectant les diplômes d'État. Et pour l'instant, on a 70 personnes qui sont entrées dans le dispositif sur 3 départements, 75, 92, 93, donc il y a un potentiel beaucoup plus grand au niveau de la France. De la France, ouais. Et on vise 200 personnes en 2022, c'est-à-dire à peu près 10% des recrutements d'aides-soignantes, de nos besoins annuels de recrutement d'aides-soignantes qui sont à peu près de 2500. Donc l'idée, c'est ça, c'est de diversifier le dispositif de recrutement. Sinon, de Richebourg aussi, hein, on n'est pas dans le secteur de la distribution aussi, qui est partenaire. Hein. Si, bah on a démarré avec le secteur de la distribution, puis on va devoir, de toute façon, c'est pas une option. C'est pas une option, hein, puisqu'on est tous concurrents, secteur public, secteur privé, CHU, tout secteur du soin, sur les mêmes personnes qui sont en sous-nombre. Voilà. Donc, guerre des talents, là encore. Guerre des talents et attractivité de l'entreprise aussi, bien sûr. Hein, marque employeur, dispositif du contrat social, rétention. Pourquoi je viendrais chez Corian plutôt qu'ailleurs? On est bien. Aujourd'hui, si vous voulez, être infirmière, c'est le meilleur métier du monde. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. C'est-à-dire que si elles veulent partir, elles partent, et elles trouvent un job en face. Voilà. En traversant la rue. Jean-Marie, tu veux réagir évidemment par rapport à ce que disait Rémi et puis Jacques tout à l'heure. Cet enjeu des compétences. Il y a eu une vraie avance de phase. Je ne dis pas ça par flagornerie ni en étant turéféraire. Par rapport à ce que vous avez envisagé, ce que vous avez fait avec Muriel Pénicaud. C'est-à-dire qu'on voit des aspirations pour des nouveaux parcours, des passerelles, parce que l'ascenseur social est un peu en panne. Hein. Oui, c'est le bilan le constat qui a été fait, bien avant effectivement le quinquennat actuel, par France Stratégie, de forts besoins de compétences, d'évolution des métiers, de transformation des métiers. Pas 80% des métiers dans les 10 ans qui viennent vont être frappés par des évolutions relativement importantes, une grosse partie par des transformations encore plus fortes, des extinctions, des métiers nouveaux qui apparaissent. Donc effectivement, le choix qui a été fait était d'investir en compétences, sur ces compétences, au cours effectivement de ces dernières années dans le cadre du plan d'investissement. Également à partir du constat que finalement les demandeurs d'emploi en France étaient peu formés, avaient peu accès à la formation, c'était 1 sur 10, contrairement à l'Allemagne où c'était 40%, dans les pays du nord de l'Europe c'est quasiment 80%, alors qu'on peut penser que les personnes au chômage ont peut-être plus besoin que d'autres de se reconvertir, de compléter effectivement donc, leur formation. Donc effectivement ça a été fait, mais j'allais dire ça a été fait en visant notamment des transformations aussi de l'offre de formation, si je peux en dire quelques mots. D'abord pour dire, avant que je n'oublie, c'est quasiment la date anniversaire puisque c'est le 9 juillet 1970, du premier accord national interprofessionnel sur la formation et le perfectionnement professionnel. Et 50 ans donc, de la loi Delors de 71 qui a transformé donc, l'essai. D'où les enjeux de la négociation sociale. D'où les enjeux de la négociation sociale, bien évidemment. Je voulais quand même le dire, et d'ailleurs je fais le lien avec la question d'ailleurs du compromis. Est-ce que cette année et les accords qui ont suivi, est-ce que c'est des compromis? Est-ce que c'est des vraies avancées? Est-ce que on peut les évaluer et connaître un peu les résultats? Donc c'est des questions bien évidemment importantes. Moi, le rôle des syndicats, je te coupe, oui. Jean-Marie, par rapport à ce que disait Jacques tout à l'heure. Quand on a affaire à des plateformes, on n'est plus avec des salariés. Bien sûr. Mais cet accord était vraiment fondateur.
Et je pense qu'effectivement, elle a marqué tout ce qui a suivi les 50 ans qui viennent de se passer, puisque effectivement, elle a été conclue par l'ensemble des organisations patronales, le CNPF, la CGPME et les 5 organisations syndicales. Et c'est vrai que le champ de la formation, par essence même, j'allais dire, c'est quelque part un intérêt commun de la société, des pouvoirs politiques, des entreprises et bien évidemment effectivement de nos concitoyens. Et donc c'est pas illogique qu'on arrive effectivement dans ce champ-là à négocier et de faire avancer. Donc il y a eu des avancées importantes, l'obligation de formation, le congé individuel, le DIF, précurseur du CPF, etc. J'y reviens pas, mais c'est effectivement important et c'était parfaitement relayé d'ailleurs dans les entreprises et au niveau des branches. Alors on peut en discuter ensuite, est-ce qu'effectivement est-ce qu'on est allé le plus loin possible? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce que c'est le plus petit dénominateur commun? Je crois que l'ambition était forte à chaque fois. Ensuite, dans la mise en œuvre, bien évidemment, dans la négociation, il faut trouver des compromis. Et ces compromis, c'est quoi? C'est le niveau d'investissement, qui fait toujours l'objet de discussion, bien évidemment, entre les différentes parties. C'est éventuellement la liberté aussi laissée aux actifs, aux salariés, dans le choix effectivement de leur formation et dans leur parcours. Hein, voilà. Et c'est aussi l'équilibre qu'il fallait trouver entre ce qui relève de l'entreprise, ce qui relève de la branche et ce qui relève effectivement de l'interpro. Mais je crois que le bilan globalement est positif. Et c'est en phase avec ces attentes qui ont été exacerbées par cette crise. Hein. Oui, tout à fait. J'ai envie de prendre en main mon avenir professionnel, j'ai envie de me donner les moyens personnellement de le faire. C'est vrai qu'il y a une forte évolution et ça a été évoqué aussi de la part de nos concitoyens, des revendications pour plus de liberté de gérer son parcours, liberté de gérer son parcours de vie aussi, son projet de vie, donc des choix importants, notamment dans les jeunes générations, et aussi, ce qui pose problème d'ailleurs actuellement, la liberté de choisir son emploi, d'y aller, de ne pas y aller, même si d'ailleurs on a une formation ou une qualification, une expérience dans ce domaine. D'où les sujets d'attractivité. Hein. D'où les sujets effectivement d'attractivité, ce qui emmène, c'est vrai, des difficultés de recrutement, au-delà du sujet des compétences, mais aussi des difficultés de recrutement, parce que souvent dans certains domaines, les demandeurs d'emploi existent avec les compétences, mais ils veulent changer de secteur d'activité. Donc cette contrainte, elle est extrêmement forte aujourd'hui. On voit des secteurs entiers où effectivement il y a des besoins de recrutement, il y a des difficultés, et en même temps il y a 3 millions de chômeurs directs, il y a 5 millions avec le halo du chômage. Ouais, donc on est assez éloigné, si on met les deux en relation, de la situation. Alors je reviendrai peut-être après sur les manières de faire. Absolument. Arnaud Naudan, merci Jean-Marie. On parlait tout à l'heure de BDO dans la cité, entreprise à mission, avec une vraie raison d'être qui va de pair avec ce qu'on évoque, hein, ces attentes des collaborateurs, des sujets qui ressortent dans les études que fait la DGEFP avec Bruno Lucas, où je salue Patrice Guézou, je sais qu'il nous suit de Centre Info. Parlons de cette raison d'être, entreprise à mission pour un secteur d'activité comme le vôtre. Alors, la dynamique d'entreprise à mission, déjà en préambule, c'est quelque chose, je dirais, ça vient fixer un cadre légal à quelque chose qui existait déjà. Donc nous, on a déjà plus de facilité à rentrer dans ce dispositif, parce que les sujets de raison d'être, d'objectifs étaient déjà au cœur de l'entreprise, donc on vient le formaliser et l'inscrire dans nos statuts, mais c'était déjà quelque chose qui était présent chez BDO. Nous, notre raison d'être, c'est quelque chose qu'on a élaboré en concertation avec nos collaborateurs, donc on les a consultés, on a écouté ce qu'ils avaient à dire, et à partir de là, on s'est réunis, il y a eu plusieurs itérations, et donc on est arrivé à une raison d'être qui est être le socle et le tremplin de ceux qui investissent l'avenir. Donc en fait, ça représente bien les différentes composantes de nos métiers, qui sont le socle sur qui on se repose, donc tiers de confiance, l'expert comptable, l'auditeur, le consultant, et puis le tremplin, c'est le rôle de conseil pour effectivement aider les entreprises à se développer et à capter le potentiel de croissance de chaque entreprise. D'un point de vue des collaborateurs, nous, ça a été évoqué, on est aussi dans un marché extrêmement concurrentiel, donc avec des difficultés de recrutement, on ne fait pas exception. Et donc, l'attractivité de l'entreprise et la capacité à répondre aux attentes de nos collaborateurs, c'est quelque chose de fondamental et de hautement stratégique pour nous.
Donc l'investissement, nous, qui plus est, on n'a pas d'actifs matériels, on vend de la prestation intellectuelle, et donc notre capacité à former nos collaborateurs, à les accompagner, à les développer est quelque chose de stratégique pour l'entreprise. Donc ça fait partie d'un des objectifs qu'on fixe dans nos statuts, d'assurer la formation, l'employabilité de nos collaborateurs, et ce sujet réellement d'attractivité est vraiment au cœur. Donc tout ce qui est gestion des compétences, évolution des compétences. Et donc pour revenir sur le compromis, quand même, pour rester un petit peu dans le thème, nous, c'est vrai que le compromis, c'est d'arriver à gérer une situation où les besoins de nos clients évoluent sans cesse. Et c'est d'ailleurs là-dessus, c'est également un enjeu de croissance pour nous, d'être capable d'identifier les signaux faibles et de faire évoluer nos offres pour bien répondre aux enjeux de nos clients tels qu'ils évoluent. Et puis en même temps, arriver à assurer le recrutement, la formation de nos collaborateurs, l'attractivité, et donc gérer... Satisfaire les associés aussi. Satisfaire les associés. Je crois que vous avez 100 associés, c'est ça ? On a 100 associés chez BDO, et effectivement, on a 100 patrons finalement, donc il faut aussi s'occuper d'eux, les accompagner, et donc c'est réellement un enjeu pour nous, et quelque chose sur lequel on investit et qui nous prend beaucoup de temps. Ouais. Et il faut ajouter aussi que vous pilotez justement cette raison d'être avec des indicateurs aussi. Il ne suffit pas de l'afficher, mais vous le suivez au jour le jour, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Jacques, en même temps, cet équilibre justement entre d'un côté l'évolution comme un rouleau compresseur du numérique, de ces nouvelles façons de consommer, de ces nouvelles attentes du consommateur. Dominique Volton, il faisait référence tout à l'heure, ce temps qui s'accélère. C'est quand même fou de voir que vous êtes quand même dans des métiers où l'ascenseur social a toujours été là. Je démarre dans le rayon à placer les produits, je peux devenir directeur de magasin. Alors, tu as entrepris avec toutes tes équipes tout un travail au niveau de la formation, de l'apprentissage. Raconte-nous comment on pallie ces problématiques. D'abord, on reste fondamentalement le secteur où l'ascenseur social marche le mieux. Quand on regarde concrètement, dans les patrons de supermarchés aujourd'hui, il y en a 35% qui ont commencé à la base, 25% qui ont commencé comme agent de maîtrise. Donc ça veut dire qu'il y a 60% qui sont issus de la promotion interne. Et on est en plus le seul secteur, il semble que je m'occupe de ça au MEDEF par ailleurs, dans lequel nous suivons au niveau de la branche et au niveau de chaque entreprise le taux de promotion interne par niveau. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Moi, je souhaiterais que tous les secteurs fassent la même chose, parce que je pense que c'est un sujet majeur, y compris d'ailleurs par rapport à la fonction publique. On voit bien qu'en réalité, c'est dans l'entreprise privée que se fait effectivement cette promotion sociale. Alors pour garder ces atouts, les renforcer, depuis 1 an, on travaille dans le cadre d'un EDEC avec la DGEFP, avec nos partenaires sociaux, en tout cas presque tous. Et on vient de sortir, il y a quelques jours, vous pouvez le regarder sur le site dédié ou sur Twitter, 3 portails, un portail triple qui s'appelle Horizon Commerce, dans lequel on a tous les métiers du commerce, une centaine de métiers, des analyses de compétences par métier que chacun peut faire, avec une centaine de critères. Auto-évaluation, donc. De l'auto-évaluation, pour montrer si, en gros, on a les compétences nécessaires pour ça. Quels sont les autres métiers du secteur? Et l'idéal, ça serait qu'un jour, on aille vers d'autres secteurs pour comment je me projette, en fait, Quels sont les autres métiers? Moi, j'ai fait ça. J'ai choisi un emploi de direction au hasard. J'ai regardé. Ça a été validé, ça j'ai 3 compétences qui n'étaient pas bonnes, qui étaient moyennes, et le reste allait à peu près. Faut mieux faire. À partir de là, ça me dit quel type de formation je dois faire, où est-ce qu'il y a des formations, quels sont les emplois disponibles par région, par magasin et autres. Et donc, on a quelque chose d'absolument formidable. C'est un instrument incroyable. J'ai montré ça à d'autres fédérations du commerce qui en bavaient de jalousie. Mais c'est vrai qu'on l'a fait avec des partenaires importants. Tu peux faire après des changements de métier, changements... Exactement. Alors là, on est dans les changements de métier à l'intérieur de notre secteur. On est déjà un des plus principaux secteurs. Dans une même région, tu peux faire... Mais ce qui est essentiel, c'est d'arriver ensuite à élargir ça. Effectivement, nos hôtesses de caisse, par exemple, ont des qualités qui correspondent à beaucoup des compétences requises dans les services à la personne.
On a besoin de passerelles, on a besoin d'aller beaucoup plus loin que ce qui est fait juste entre Korian et quelques-unes de nos enseignes. Pour moi, c'est un sujet majeur. Je peux vous dire, c'est un sujet dont on parle régulièrement avec Geoffroy Roux de Bézieux en disant que c'est un des enjeux qu'on devrait développer et cultiver dans les années qui viennent. Le jour où tous les secteurs, toutes les branches feront ça, on aura un marché du travail qui sera complètement différent. On a une responsabilité dans ce domaine qui est de faire connaître, de faire analyser, de créer les passerelles en question. Et moi, je crois, d'abord, on est très fiers de ce qu'on a fait là. Et en plus, c'est issu d'un travail complètement collaboratif. Ça va nous permettre de faire, à partir de là, une GPEC de branche, de faire des vraies analyses complètes sur la suite. Enfin, il y a toute une série dynamique de choses intéressantes. J'ajoute aussi qu'au niveau des jeunes, vous n'êtes pas en reste. Hein. Premier recruteur, c'est ça? On est les premiers recruteurs. On est le premier employeur privé, le premier recruteur de jeunes et surtout recruteur de jeunes sans qualification. Donc les contrats d'apprentissage racontent. Là, ouais. Donc on a fait 27 000 contrats d'alternance l'année dernière. Si je prends l'exemple de Carrefour, par exemple, Carrefour a pris des engagements en matière d'embauche. Hein. Je dis Carrefour parce que c'est le premier employeur privé français et que c'est toujours assez symbolique et très suivi. A pris des engagements qu'on a d'ailleurs fêtés, si j'ose dire, avec Elisabeth Borne dans un magasin il y a quelques mois, avec Thibaut Gilly, qui sont des engagements extrêmement forts, à la fois sur des embauches, sur des contrats d'apprentissage. Il faut bien voir que on a en plus toute une série de métiers sur lesquels on a des besoins qui sont non satisfaits. Hein. Tous les métiers, il va y avoir effectivement des métiers remis en cause, mais de l'autre côté, on a des métiers, notamment les métiers de bouche, par exemple, sur lesquels on a des besoins comme les autres, avec de temps en temps, d'ailleurs, là aussi, un manque parfois d'organisation collective. Je veux dire, quand on voit de temps en temps qu'il peut y avoir des bagarres dans des CFA entre le côté boucher artisanal et le boucher chez nous, mais il faut travailler dessus, de même qu'il faut faire en sorte d'harmoniser et de rapprocher un peu les conditions. Il se trouve que, contrairement à une idée reçue, on est plutôt bien payé chez nous. Le salaire minimum est plutôt aux environs de 1,3, 1,4 SMIC. Et donc, ça pose des problèmes de passerelle de manière assez claire. Il y a des enjeux économiques par derrière qu'il faut réussir à relever. Il faut les relever, oui. Rémi, par rapport à ce que dit Jacques Cressel sur cette pénurie de main-d'œuvre, il y a aussi une question d'image. Alors, je le disais tout à l'heure en ouvrant, on est dans le secteur privé pour des enjeux publics. Vous êtes, vous aussi, dans la cité. Il y a ce mot agisme aussi. Il y a tous ces enjeux-là. La RSE dont tu t'occupes, c'est aussi un moyen, justement, d'accélérer cette dynamique. Je vois les paroles de Jacques Cressel. On est en plein dans la responsabilité sociale. C'est-à-dire, Jean-Marie le disait, on a d'un côté des gens qui n'ont pas d'emploi et de l'autre des emplois qui sont là, qui sont des emplois de sens, de mission. Enfin, on n'a pas besoin de convaincre. Vous savez, les gens qui viennent chez nous, ils ne viennent pas par hasard. Ça correspond à des valeurs personnelles, familiales. Il y a beaucoup de soignantes qui sont issus de l'immigration. Tout ça est très cohérent. C'est des valeurs familiales, de solidarité, d'entraide au sein de la famille, au sein du clan. Bon. Donc les métiers, ils sont là. Hein. La question, c'est comment les faire venir dans un secteur qui, effectivement, historiquement, n'a pas eu une image ou une image très associée à l'hôpital, alors qu'on est sur des métiers aujourd'hui beaucoup plus diversifiés, entre une auxiliaire de vie qui vient tous les jours s'occuper d'une vieille dame, un soignant un peu plus sophistiqué dans une clinique pulmonaire et une aide-soignante dans une maison de retraite médicalisée. C'est des métiers assez différents. Donc il y a une palette de possibles, avec des métiers qui ont beaucoup de sens, qu'on est prêt à offrir. Donc je crois qu'en écoutant Jacques Cressel, je me disais, il faut qu'on arrive vraiment encore plus à décloisonner, à faire tomber toutes ces barrières administratives et ces barrières même entre nous, hein, entre entreprises. Il y a même certaines fédérations professionnelles qui voient les transitions collectives d'un drôle d'air en disant mais qu'est-ce que c'est ce truc là qui vient nous... Bon, donc il faut qu'on soit beaucoup plus souple, plus agile entre nous déjà, dans le dialogue avec les pouvoirs publics qui, eux, je trouve, montrent une belle agilité dans tous ces domaines-là. Et je prends un exemple, l'apprentissage, parce que c'est un sujet favori de mes voisins, mais il faut se dire que dans notre secteur, il n'y avait pas d'apprentissage jusqu'il y a la loi Avenir Pro. Il n'y en avait pas.
Quand je suis entré chez Korian il y a 5 ans, il y avait 37 apprentis aides-soignantes sur un total français de 600. Aujourd'hui, il y a 500 apprentis chez Korian sur un total de 2000. Pour un besoin annuel de 60 000 aides-soignantes, avec un système qui forme 22 000 aides-soignantes par an. Vous voyez, les chiffres, c'est facile à faire. Hein. Donc il faut qu'on aille plus vite, qu'on soit plus réactif, qu'on trouve des... On a créé un CFA à nous, comme des centaines d'entreprises depuis 3-4 ans. Et on a créé un CFA des chefs avec des partenaires, Sodexo, Accor Invest, Accor, Adecco, qui est dans la salle. Bon, donc, et pourquoi ? Parce qu'on a les mêmes besoins ensemble de cuisiniers et de chefs cuisiniers partout dans nos sites. Parce que la cuisine, chez nous, c'est fondamental. Le repas, c'est un moment clé de la journée. Moment de partage. Partage, de convivialité, de vie sociale, de quand goût. on parle de partage, voilà. de convivialité, de vie sociale, Stéphane Richard faisait référence hier à des tiers-lieux. Là aussi, vous investissez. Oui, alors ça, c'est un grand débat. Il y a le rôle de l'établissement de santé dans la cité. Hein. On est souvent le premier employeur. D'abord, on est partout, nous, en France. Hein. On a 450 sites, parfois dans des bleds où plus personne ne va en province. Donc, l'EHPAD du coin, c'est une institution importante. Mais c'est 60 ETP, c'est un rôle économique local, c'est de l'achat local, c'est du rayonnement local, c'est des relations avec de très nombreuses parties prenantes. Une clinique dans une ville petite, moyenne, grande, c'est une institution. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que qu'est-ce qu'on fait de tous ces établissements en termes d'ouverture sur la société qui les entoure. Il y a un rapport de Luc Broussy qui vient de sortir avec 80 mesures pour changer l'image du secteur et faire évoluer. Et dans ces mesures, il y a des propositions intéressantes de tiers-lieux, d'ouverture de nos sites vers son écosystème local. Parce qu'aujourd'hui, l'EHPAD ou la clinique, alors la clinique, elle est fermée par nature, si je puis dire, parce qu'il y a des règles d'hygiène extrêmement strictes, mais c'est comment faire en sorte que nos établissements deviennent des tiers-lieux, oui, c'est ça, dans la vie sociale locale. Voilà. Et puis après, on a un dernier point, peut-être, il faut là aussi qu'on se réinvente. On est opérateur privé, certes, lucratif, certes, mais on est dans une chaîne de soins beaucoup plus large que nous. Et ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que nous, on est un tout petit acteur dans la chaîne de soins. Hein. La majorité, c'est le service public. Eh bien, il faut qu'on trouve des partenariats, et ça, le Covid nous a aidé à la faire, avec le public, des partenariats public-privé, comme on dit. Là, on vient d'ouvrir une clinique près de Lyon où on est dans l'hôpital public. Mais on a une aile à nous de soins de suite et de réadaptation. Typiquement, ça c'est un accord entre l'hôpital public, le maire, l'ARS bien sûr. On voit qu'il y a des ponts et des passerelles. Il y a plein de choses à faire pour élargir cette chaîne du soin sur tous les sujets, que ce soit la vie sociale locale, l'emploi, la formation. Et donc c'est là que j'appelle à plus d'agilité, de souplesse entre les acteurs. Alors les acteurs, Jean-Marie, justement, le rôle des politiques publiques, hein, d'accompagner, d'insertion par l'activité économique. On parle de formation aussi. Tu accompagnes le Futuroscope aujourd'hui hein, sur des méthodes nouvelles de formation, de montée en compétences, blending en particulier. Ton regard et comment on peut se projeter justement pour rééquilibrer ce en même temps là. Je crois qu'il y a quatre conditions finalement pour réussir. D'une certaine manière. Mais juste avant, je crois que ce qui est important dans ce qui a été dit, c'est l'anticipation et puis finalement l'aspect territorial, parce que finalement les problèmes, ils se règlent au plan local. Lorsqu'on parle effectivement des salariés de commerce de proximité, ils ne vont pas aller à l'autre bout de la France, ils vont pas. C'est beaucoup plus simple que d'agir effectivement au niveau du bassin d'emploi avec sur le terrain. Un établissement de santé ou de soins qui est à proximité ou pour personnes âgées, c'est extrêmement important. Donc il faut effectivement quelques bonnes règles nationales qui le facilitent, mais ensuite le travail il se fera effectivement sur la proximité, et c'est sur la proximité aussi que des projets se concrétisent pour les personnes. Je reviens à mes 4 sujets, mais je vais aller vite. La première condition, et Thierry Mondon a insisté là-dessus hier, c'est la proximité. Travailler au non-éloignement des décisions par rapport effectivement à nos concitoyens. Alors c'est vrai sur les sujets de déconcentration, on n'est pas encore au bout, sur les sujets de décentralisation, avec un melting pot assez compliqué pour la compréhension de nos concitoyens, de qui est en charge d'eux, qui a la responsabilité, diminuer la taille du qui a la compétence, etc. Et ce que je disais hier, c'est-à-dire aussi le sentiment que nos concitoyens ont des fois de ne pas être compris, parce qu'effectivement, leur problème n'est pas traité, ne peut pas être traité.
et ça se caractérise d'ailleurs des fois pour simplifier, quand un collaborateur administratif d'un guichet local dit c'est bête mais c'est comme ça parce que ça s'applique d'une certaine manière. Et j'ai toujours prêché sur le fait de dire qu'il y a peut-être 10 ou 15% des situations qui peuvent être régies sur des responsabilités locales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut innover dans la manière de faire. C'est ce qu'on a essayé un peu de faire dans le cadre du plan d'investissement compétences de deux manières. Un, on a souhaité effectivement mettre en place des appels à projets d'innovation. Et ce n'était pas simple, parce qu'il y a eu 10 ou 15% des crédits du plan d'investissement, donc 15 milliards, donc 1,5 milliard, sur des appels à projets ouverts. Parce qu'effectivement, si l'administration centrale ou même le pouvoir politique sait tout, ce qui n'est pas vrai, ou pense qu'il sait tout, je pense que l'intelligence est aussi en partie sur le terrain. Et donc, à un moment donné, il faut faire confiance aux acteurs locaux et leur permettre effectivement de déposer des projets. Alors, on avait insisté beaucoup sur le partenariat avec les entreprises. Et effectivement, ça a remonté, et c'est tout à fait intéressant parce que ça nous a permis de poser un certain nombre de questions sur la manière de faire. Ça veut dire aussi qu'il faut associer les parties prenantes, nos concitoyens, c'est ce qu'on a essayé de faire dans les appels à projets, des jurys externes, et puis ensuite le principe de l'évaluation du retour sur investissement qui est aussi capital. Ça, c'est l'innovation. Ça, c'est une innovation. Troisième point, c'est qu'il faut transformer aussi un certain nombre d'actions. Ça, c'est important. Si je prends l'exemple de la formation, on a discuté hier avec Roger, la formation, ce n'est plus simplement l'acte pédagogique entre quatre murs. C'est pas possible. C'est plus possible pour certains publics. Bien évidemment, ça n'a jamais été possible. Lorsqu'on parle de décrocheurs de l'éducation nationale, puis même aujourd'hui, bien évidemment, les voies d'accès à des compétences peuvent être diverses. Il y a le digital, la numérisation, l'entreprise, etc. Donc, il faut à tout prix intégrer donc tout cela. Mais c'est pas que ça. C'est aussi, si on s'intéresse à certains publics, aller les chercher, les accompagner pendant la formation, voire même des fois rassurer l'entreprise, surtout des TPE et des PME, sur l'accompagnement pendant les premiers mois de l'emploi. Donc voilà, il y a tout un continuum à construire. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des appels d'offres avec des cahiers des charges extrêmement précis qui catégorisent effectivement les formations, on est très loin effectivement de ces besoins. Et là, les appels à projets d'innovation, d'ailleurs, nous ont permis de faire évoluer quelque peu, pas encore assez, mais la réglementation dans ce domaine, en considérant que ça ne peut pas se limiter à du face-à-ça pédagogique qui soit à distance, d'ailleurs, en présentiel. Ouais, donc les lignes bougent. Et puis quatrième point pour terminer. Et puis donc le quatrième point, c'est que bien évidemment, ça se fait aussi avec les entreprises. Je ne développe pas, les voisins l'ont déjà fait. Ce n'est pas possible, effectivement, si l'ensemble effectivement de la société n'est pas mobilisé, et les entreprises le font d'ailleurs, dans les démarches RSE ou autres, ou dans le cadre effectivement d'opérations qui ont été montées, c'est extrêmement important. Ce n'est pas les pouvoirs publics tout seuls, bien évidemment. Arnaud Naudan, on parlait tout à l'heure de cette raison d'être, on parlait de cette entreprise à mission que vous pilotez au quotidien. Ça signifie aussi une transformation du groupe. Dès votre arrivée, vous avez souhaité faire bouger les lignes, faire évoluer le groupe BDO en termes de gouvernance. On parle depuis le début de ce colloque, et c'est aussi pour ça que vous y êtes associé, des enjeux managériaux. Ils sont clés. Vous en avez pris part pleinement, j'allais dire. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis arrivé à la présidence du groupe au 1er janvier. Et c'est vrai que dès le départ, on a fait le constat avec mes associés que notre profession se transformait, que les attentes n'étaient pas forcément les mêmes, que ce soit celles de nos clients, que la valeur perçue de nos services se trouvait peut-être ailleurs que ce qu'on faisait il y a 10, 20 ans, notamment sur les métiers traditionnels d'expertise comptable, et que donc il fallait qu'on soit agile et qu'on se transforme nous-mêmes pour pouvoir aider nos clients à se transformer. Donc c'est vrai qu'on a lancé un programme de transformation qui vise à être plus agile. On parlait de territorialité, de proximité avec nos clients. Aujourd'hui, on a 45 bureaux. Moi, j'envie 450 implantations. Mais on y croit beaucoup dans la proximité avec nos clients. Et donc, on souhaite ouvrir des bureaux dans toutes les villes françaises pour être proche de nos clients. Et il y a déjà un vrai réseau BDO. Oui, 45 bureaux, ce que je disais, en Atlantique, Rhône-Alpes et en Île-de-France. Mais on souhaite s'implanter dans le sud-ouest, dans le nord, pour continuer dans notre rôle d'accompagnement et donc de tiers de confiance des dirigeants de TPE et de PME. Ce sujet d'entreprise à mission, comme je le disais, c'est pas du greenwashing et de dire on va mettre ça pour faire de la communication. C'est vraiment quelque chose qu'on veut
avoir dans nos process managériaux. Donc comment est-ce qu'on décline cette mission et ses objectifs dans notre prise de décision stratégique? Comment est-ce qu'on s'assure quand on délivre une prestation à nos clients qu'elle est bien conforme à notre mission, qu'on a bien atteint ces objectifs-là? Comment est-ce qu'on va suivre l'ensemble de ces indicateurs? Et donc ça nécessite finalement une transformation complète de tous les processus de l'entreprise pour être cohérent avec cette raison d'être. Comment est-ce qu'on fait justement pour qu'il y ait cet équilibre soit en même temps? Parce qu'il faut satisfaire, on l'a dit, les centres associés, le client aussi qui veut un retour sur investissement à tous les sens du terme, des collaborateurs qu'il faut engager, voire attirer et puis fidéliser, et puis se transformer aussi. Il faut une vraie cohérence dans les actions par rapport, c'est ce que vous disiez à l'instant, ce qu'on a écrit, qui n'est pas simplement une plaquette pour faire joli. Oui, tout à fait. Je pense que là, on en vient un peu à comment est-ce qu'on dirige une entreprise. Nous, on s'est dit, finalement, on fixe un cap, on fixe une ligne, et on essaie de jamais en sortir. Donc, effectivement, vous disiez, la cohérence, c'est d'être cohérent. C'est comme ça que nos collaborateurs se retrouvent dans le projet, que nos clients savent qu'est-ce qu'ils vont trouver quand ils s'adressent à BDO. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est au cœur des préoccupations. Alors, on travaille beaucoup, effectivement, vous le disiez. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que les dirigeants d'entreprise doivent manier, évoluer dans ce monde plein d'incertitudes et qui évolue tous les jours, et gérer finalement des paradoxes où oui, nos clients souhaitent plus de valeur ajoutée, plus de services, plus d'accompagnement. D'un autre côté, nos collaborateurs souhaitent avoir autre chose de la part d'un employeur que simplement un travail et un salaire. Ils veulent du sens, ils veulent de nouveaux services, ils veulent qu'on prenne soin d'eux. On est en train de mettre en place des services pour nos collaborateurs pour qu'ils prennent soin de leur santé, avec des services de conciergerie de médicaments, des services de sport en entreprise. Donc c'est vrai que tous ces sujets évoluent et il faut tous les mener de front, mais c'est un peu comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Ouais, l'entreprise qui est un vrai espace de vie. Besoin aussi de rassurer les clients par rapport à ces incertitudes auxquelles vous faisiez référence à l'instant. Vous les aidez à faire des diagnostics, parce que comme Jean-Marie et les services de l'État étaient en avance de phase, et on a vu ce que ça a donné aujourd'hui, vous aussi, vous essayez d'anticiper par rapport aux évolutions. C'est ça aussi, ce côté, j'allais dire, presque phare dans la tempête. Oui, alors au niveau du réseau BDO international, on a construit pendant la crise tout un dispositif qu'on a appelé Rethink et qui devait aider les clients à réfléchir sur comment repenser leur entreprise au regard de la crise. Donc, quel dispositif on doit mettre en place pendant la crise pour assurer sa résilience, et puis comment est-ce qu'on va réorganiser l'entreprise, repenser l'entreprise en sortie de crise pour capter le plein potentiel de la reprise. Donc on a construit un modèle qu'on a appelé le modèle 7P, qui est vraiment un outil de diagnostic pour nos clients et qui donc doit les aider à sortir de cette crise et à capter vraiment le potentiel de la croissance et réellement à se transformer. Et donc nous, BDO, on joue notre rôle de confiance pour aider ces clients à se transformer, pas faire les erreurs du passé et à évoluer dans le monde tel qu'il va changer après le Covid. Tout est question là aussi de compétences, on en parle depuis le début de cette table ronde. On reste dans le sujet. Tout est sujet de compétences de toute manière pour nos clients, et je pense que ça a été beaucoup évoqué. L'enjeu d'évolution des compétences est un enjeu pour toutes les entreprises, c'est un enjeu pour nous, et donc on essaie de jouer notre rôle par rapport à ça. Merci Arnaud Nodan. Qui a des questions à poser à nos invités? Qui veut réagir par rapport à ces sujets riches? Oui, on va te passer le micro qui peut nous aider. Merci Arthur, là-bas, mademoiselle. Puis ensuite, on va pouvoir continuer à échanger. Bonjour. À la pause. Sylvia Di Pasquale, journaliste cadre emploi pour le groupe Figaro. Je m'adresse à Monsieur Boyer. On parle de compromis, donc je voulais parler de compromis entre richesse humaine et robotisation. Justement, vous parliez de difficultés de recrutement. On parle aussi à Jacques. Oui, aussi. Vous parliez aussi de robotisation des magasins. Monsieur Boyer, en fait, ce que je me demande, c'est où est-ce que vous en êtes, vous, au niveau du groupe et même au niveau de la branche, de l'arbitrage entre robotisation, justement, face à la robotisation qui peut aider les soignants, parce que vous êtes face à des difficultés de recrutement, et on sait que, par exemple, au Japon, en Europe, mais aussi au Rwanda, au Sénégal, il y a des expérimentations qui sont faites avec des robots qui viennent justement aider les soignants. Où est-ce que vous en êtes? Et le DRH, donc directeur des ressources humaines et de la RSE, fait quel compromis par rapport à ça? Alors pour l'instant, il n'y a pas de compromis. On en est au début et j'ai envie de dire, pour provoquer un peu, à la fin, parce qu'on a la conviction que nos métiers vont rester profondément physiques
et humain. C'est-à-dire que si vous êtes confronté, si vous avez été confronté vous-même au grand âge ou à la fin de vie, un robot, il peut faire beaucoup de choses. L'empathie du robot est Mais limitée, hein. voilà, et moi je l'ai vu, hein, on a des protocoles, bien sûr, on a une fondation Corian qui teste des protocoles de recherche avec des robots. Alors il y a des solutions, bien sûr, il y a des robots d'accompagnement, par exemple, qui vont chercher une personne âgée dans sa chambre et qui l'amènent au restaurant. Honnêtement, ça ne fait pas rêver. Vous avez des robots de discussion ou de jeu. Bon, moi, je vais vous dire franchement, c'est une conviction plutôt personnelle, pour avoir moi-même accompagné mes parents vers la fin de leur vie et côtoyer quasiment toutes les semaines, tous les jours des soignants dans les sites, j'y crois pas beaucoup. Mais c'est plutôt personnel ce que je dis. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'Internet des objets, par exemple, ça c'est une piste. Donc, typiquement, on a créé une agence digitale il y a 3 ans qui teste de l'Internet des objets. Là, c'est une vraie piste. À savoir des capteurs, des senseurs, des anti-chutes, des détections de mouvements dans une chambre, notamment pour les maladies neurodégénératives ou Alzheimer. Pour la nuit aussi. Pour la nuit, les alertes, l'intelligence artificielle, où là, il y a des très belles études en ce moment sur les flux d'air, par exemple, en établissement lié à la Covid. Là, il y a un gisement de recherche gigantesque qui est plus lié à l'intelligence artificielle et à l'Internet des objets qu'à la robotique. Alors, je sais qu'au Japon, il y a... Mais c'est très lié à la culture aussi, hein, au Japon, hein. La robotique est beaucoup plus présente historiquement et le lien au grand âge n'est pas du tout le même qu'en Europe occidentale. Donc vous voyez, c'est très culturel. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, ça va s'imposer à nous de toute façon, mais à mon avis, avant longtemps, on restera dans des flux physiques et dans des recrutements de vraies personnes. D'humains. Jacques, je voudrais que tu réagisses par rapport à ça. Tu commençais à nous le dire, on aura toujours besoin d'humains, on va être dans le figital, cette hybridation, j'allais dire. Mais quand on voit Amazon là, qui veut vendre en marque blanche ces supermarchés automatisés et tout, tu vois les choses comment par rapport à ce que disait Sylvie ? Moi, je pense qu'il y a un vrai risque. Moi, je donne toujours un exemple qui est, quand on est passé à l'automatisation du service, ou en tout cas en station-service, quand on s'est mis tout d'un coup à dire il n'y a plus personne qui vous sert, on a commencé par mettre le choix entre les deux. Donc il y avait 2 prix de l'essence, puis progressivement on a supprimé le service. Et aujourd'hui, si on demande aux Français, le pare-brise là. Hein. Si on demande aux Français, est-ce que vous êtes prêts à payer 10 centimes de plus votre prix du super, votre gazole pour ça, la réponse est non. Et donc, rappelle-nous combien vous faites du marché pétrolier. Hein, nous, on fait les 2 tiers du marché pétrolier. Donc, c'est un sujet qu'on connaît bien. Et donc, c'est typique de ce genre de choses. À partir du moment où on a des demandes des consommateurs de plus en plus complexes, la complexité est naturellement le champ le plus important de l'automatisation. Une tâche simple n'a pas besoin d'être automatisée, c'est une tâche complexe qui a besoin. Le coût de la livraison, là je fais un parallèle aussi, c'est pareil. Hein. Et donc on voit bien on va progressivement, hein, on va vers des entrepôts automatisés qui en plus permettent de réduire le coût, on va vers de la livraison automatisée de plus en plus. On est dans des magasins dans lesquels, moi je me souviens de démonstrations de la patronne d'IBM, du groupe IBM, nous montrant dans un magasin, un client qui arrive, qui s'adresse à un mur d'image en disant « j'ai besoin d'un sac à dos de ce type-là ». Dire mais pour vous, le mur lui répond pour faire quoi, pour aller sur telle montagne et faire tel type de choses, compte tenu de votre morphologie, de ce que vous allez faire, moi je vous recommande ce qui est en 1117 à côté. Ce qui veut dire que le problème, on parle à un mur, on renvoie à la compétence, qui est est-ce qu'on est capable d'avoir un niveau de compétence identique chez les vendeurs à celui de la machine. On voit bien, le jour où Darty a équipé tous ces vendeurs de tablettes et autres, ils leur ont rendu une forme de fierté. Parce que finalement, ils arrivaient à être au même niveau d'information que le client qui lui-même avait fait son analyse préalable. Donc on est dans des évolutions qui sont vraiment importantes, avec quand même un risque non négligeable que les aspects financiers, naturellement, l'emportent, et qu'on ait beau vouloir au maximum maintenir de la présence humaine, après, il n'empêche que cette présence humaine, on soit obligé de la maintenir sur un nombre plus limité qu'aujourd'hui de fonctions, parce qu'encore une fois, faire la queue à une caisse, c'est pas passionnant, c'est ce qu'on appelle nous un irritant.
avoir la possibilité immédiatement d'être livré, c'est plutôt un plus pour la plupart des gens, même si ça ne sert à rien. Et le problème que l'on a sur le en même temps, c'est qu'on a en même temps, avec des ruptures et des attentes multiples qu'il faut traiter en même temps. Il faut des clients veulent être livrés tout de suite, mais on sait bien que sur le plan écologique, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. On a des besoins dans tous les domaines à traiter en même temps. Il se trouve que je suis depuis quelques semaines président de la commission économie et les finances du Conseil économique, social et environnemental. Je vois de près, je présidais une commission hier, ce que c'est que d'avoir 15 silos devant soi, où chacun raisonne dans son domaine. Donc les ONG disent « moi, il n'y a que ça qui est important ». Les gens du digital disent « mais seule l'innovation est importante ». Les partenaires sociaux disent « mais seul l'homme est important ». La combinaison de tout ça... Et le terrain d'entente, le compromis, la combinaison Jacques. de tout ça, le compromis, le compromis positif, alors qu'on vit, nous, on vit toutes les ruptures en même temps. C'est sacrément compliqué. On va en parler autour d'un verre, si ça vous dit. Merci à vous quatre, on peut les applaudir. Merci infiniment de votre contribution, c'était passionnant.